Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui est sans doute la crise humanitaire la plus aiguë au monde, mais aussi l'une des plus ignorées, la guerre qui déchire le Soudan. C'est une histoire terrible de pouvoir, d'effondrement et de souffrance humaine, à une échelle qu'on a du mal à imaginer. Pour bien comprendre l'ampleur du désastre, il faut regarder les chiffres. Et ils sont vertigineux. 8 millions. C'est le nombre de personnes qui ont été forcées de fuir leur maison depuis le début du conflit en avril 2023. C'est l'un des plus grands déplacements de population de la planète. C'est une nation entière sur les routes qui fuit la violence. Et ce n'est pas tout. Fin 2025, on estime que 21,2 millions de personnes sont confrontées à une faim aiguë. On parle de 45% de la population. Et attention, il ne s'agit pas juste de difficultés à se nourrir. Non, le pays est vraiment au bord d'une famine généralisée. D'ailleurs, dans certaines régions, ce n'est même plus un risque, c'est une réalité. Des organisations comme l'UNICEF le confirment. La famine est bien là, dans des villes comme Al-Fasher ou Kadougli. Des zones qui sont complètement coupées de l'aide humanitaire, assiégées. Et ce qui est terrible, c'est que la faim est clairement utilisée comme une arme de guerre. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment un pays peut-il s'effondrer comme ça? Eh bien, à la racine de tout ça, il y a une lutte de pouvoir, une lutte brutale entre deux hommes qui, ironiquement, étaient des alliés. Leurs ambitions personnelles ont littéralement plongé 48 millions de personnes dans le chaos. D'un côté, on a le général Abdel Fattah al-Burhan. Lui, il est à la tête des forces armées soudanaises, l'armée officielle du pays. Et en face de lui, son grand rival, Mohamed Hamdan Dagalo, que tout le monde connaît sous le nom de Hemeti. C'est le chef d'une puissante force paramilitaire, les forces de soutien rapide, les FSR. Et ce qui est fou, c'est de regarder leur histoire commune. Ces deux-là, ils se sont d'abord alliés en 2019 pour faire tomber le dictateur Omar el-Béchir. Ensuite, rebelote en 2021, ils s'unissent à nouveau pour virer un gouvernement civil. Mais cette alliance de circonstances, elle a fini par voler en éclats en avril 2023 pour une raison assez simple au fond, une pure lutte pour savoir qui allait commander l'autre. Pour vraiment comprendre cette guerre, il faut faire un zoom sur ces fameuses forces de soutien rapide. Parce que ce n'est pas une armée comme les autres. Leur histoire est unique et pour être honnête, elle est assez terrifiante. Leur parcours, il dit tout. À l'origine, les FSR sont issus des milices Janjaweed. Oui, les mêmes, celles qui sont responsables du génocide au Darfour dans les années 2000. Puis, en 2013, elles ont officialisé par l'ancien régime pour écraser les rébellions. Ensuite, elles jouent un rôle majeur dans les coups d'État, jusqu'à devenir l'un des deux principaux acteurs de la guerre actuelle. C'est une évolution assez glaçante, de milices ethniques à quasi-armée d'État. Alors la question c'est comment une milice devient-elle si puissante? La réponse tient en un mot, l'or. Sous la direction de Hemeti, les FSR ont mis la main sur les très lucratives mines d'or du Darfour. Et avec cette richesse colossale, ils ont pu se bâtir une immense armée privée, suréquipée et même un empire commercial international. Tout ça en étant officiellement une branche de l'appareil de sécurité de l'État. Et quelle est leur idéologie? Cette citation de Jérôme Tubiana, un spécialiste de la région, résume bien la pensée des observateurs. L'idéologie des FSR est décrite comme violemment suprémaciste arabe, voire ethnofasciste. Elles recrutent massivement dans les tribus arabes et sont accusées de cibler de manière systématique les populations non arabes du Soudan. Bon, maintenant, il faut qu'on élargisse le cadre, parce que ce conflit n'est pas qu'une affaire soudanaise. Ce serait trop simple. C'est en fait un véritable échiquier régional où plusieurs puissances étrangères soutiennent leur camp, chacune avançant ses propres pions pour ses propres intérêts. Ce tableau résume assez bien la complexité de la situation. D'un côté, l'armée officielle, les FAS, serait soutenue par l'Égypte, qui a de gros intérêts dans la région, et aussi par l'Iran, qui leur fournirait des drones. De l'autre côté, les FSR, elles seraient appuyées par les Émirats arabes unis, le Tchad et certaines factions libyennes. Et arrêtons-nous justement sur les Émirats arabes unis. Ils sont accusés d'être un des principaux, si ce n'est le principal soutien des FSR. Des rapports d'experts de l'ONU, des enquêtes de journalistes, tout semble indiquer qu'ils fournissent des armes, de l'argent, un soutien logistique en utilisant même un hôpital de campagne au Tchad comme couverture. Et le problème, c'est que ce soutien n'est pas que matériel, il est aussi politique. Et ça complique tout. Avec des alliés aussi puissants, Hemeti a été reçu par certains chefs d'État africains avec tous les honneurs. Ça lui donne une légitimité qui, bien sûr, sabote toutes les tentatives de médiation et fait durer la guerre. Revenons maintenant à l'essentiel. Car au milieu de ces jeux de pouvoir et de ces alliances internationales, il y a la population civile. Et c'est elle qui paie le prix le plus élevé de cette guerre. Un prix absolument dévastateur. Et le prix est si élevé qu'on en vient à utiliser des mots très lourds. Avant d'aller plus loin, il faut être clair sur la définition du terme génocide. Il s'agit d'actes commis avec l'intention de détruire, en totalité ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. C'est tout simplement l'accusation la plus grave qui existe en droit international.
Et ce mot génocide, il est aujourd'hui porté contre les FSR, et pas par n'importe qui. Des instances comme la Cour pénale internationale ou même le gouvernement des États-Unis les accusent de commettre un génocide et des crimes contre l'humanité, visant en particulier les populations non arabes du Darfour. Pour que ça ne reste pas un terme juridique abstrait, prenons un exemple concret, la ville d'Al-Fashir. Après la prise de la ville fin 2025, les rapports documentés parlent de massacres de masse, d'exécutions sommaires de maison en maison et de l'utilisation systématique des violences sexuelles comme armes de guerre par les FSR. On parle de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à grande échelle. On termine donc cette analyse avec une question qui dérange. Face à une nation qui s'effondre, face à des crimes de cette ampleur, alimentés par des intérêts internes et externes, l'échec de la communauté internationale à intervenir, ou même à simplement regarder, pose une question fondamentale sur la responsabilité collective. Une question qui, pour le peuple soudanais, reste tragiquement sans réponse.